Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous retrouver sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières. Comme annoncé ce matin, nous arrivons à la fin d'une phase intense de mobilisation de nos équipes autour des lives 10 sur 10 et des conférences. Et nous avons la chance de clôturer cette série avec notre directeur, Jérémy Lachal, qui va nous parler des actions de BSF durant cette période de confinement et surtout des actions qui arrivent. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci à tous d'être là avec nous et merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus durant cette période de confinement à travers la mobilisation de votre temps en tant que bénévole, à travers votre soutien en suivant ces lives, en nous suivant sur les réseaux sociaux, mais aussi merci également à tous les donateurs qui ont permis que BSF adapte ses actions durant la période de confinement pour continuer de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables. Et aujourd'hui, nous voulions terminer cette période de mobilisation en discutant avec Jérémy des actions que BSF a mises en œuvre et surtout en partageant avec vous les pistes de réflexion que nous avons pour la suite. Jérémy, dis-moi, tu as cofondé BSF il y a maintenant plus de 13 ans avec l'ambition de porter la connaissance à celles et ceux qui en sont privés en France et à l'international. Après 2 mois de confinement, quel sens donnes-tu à ce mandat de l'association ? Déjà, tu as remercié plein de monde dans ton propos initial, Mui-Cheng, mais j'aimerais te dire un grand merci à toi pour avoir tenu tes lives et je pense que toute la communauté Facebook partagera ces remerciements pour avoir tenu et animé ces lives pendant 2 mois. Ça montre l'immense agilité qu'a cette organisation, que c'est certainement moi ce que j'aime le plus à Bibliothèques sans frontières aujourd'hui, cette capacité d'adaptation et ce grand professionnalisme dans n'importe quelle situation. Et tu as fait la preuve de cette capacité d'adaptation de BSF au quotidien. Je remercie également Lina qui a animé pas mal de lives, toute l'équipe, la direction de l'éducation que tu diriges, qui a amené tout le support pédagogique et le contenu pédagogique au quotidien, parce que tous ces lives, alors j'ai plus le nombre d'heures de live au total, mais il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont suivi ces lives. On a la modeste ambition d'avoir pu apporter un petit peu peut-être d'orientation, de réconfort, d'idées, de créativité au quotidien à toutes les personnes qui ont vécu ce confinement et qui ont vécu, j'allais dire, cette chose bizarre, cette situation étrange qui nous est tombée sur le coin de la figure. Et merci à l'équipe de BSF. On le dit pas souvent et on le dit pas souvent en public, donc c'est bien aussi de remercier tout le monde qui était derrière. Et bien sûr, j'en profite et je te rejoins entièrement dans tes remerciements à tous ceux qui nous ont permis de faire en sorte que ces lives existent, et en particulier les personnes qui nous ont suivis. Donc voilà. Et les remerciements étant faits, tu me poses la question de savoir le lien avec le mandat de BSF. En fait, c'est une interrogation constante dans une organisation non gouvernementale, dans une association. C'est quelque chose qui est très propre d'ailleurs aux ONG humanitaires, qui est peut-être moins quand on travaille sur l'éducation populaire en France, mais de systématiquement questionner le sens de ce qu'on fait, le mandat, le pourquoi on fait, quelles sont les limites de ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne va pas. Et ces questions, elles font toujours l'objet de débats. Parfois vifs au sein d'organisations, et c'est aussi le cas à BSF. Même si, alors, c'est intéressant parce que dans une situation comme celle-ci, j'ai l'impression qu'il y a eu très vite un consensus sur OK, il faut faire quelque chose. On verra d'ailleurs si ça marche. Et finalement, c'est peut-être notre composante, parce qu'à BSF, à Bibliothèques sans frontières, il y a plusieurs cultures. Il y a une culture, je le disais, d'éducation populaire, peut-être une culture un peu d'entrepreneuriat social, mais il y a aussi une culture humanitaire. Et c'est peut-être cette culture d'humanitaire d'urgentiste, en quelque sorte, même si on n'est pas des vrais urgentistes à BSF, on n'intervient pas dans les premières heures d'une crise. C'est aussi cette culture-là qui nous a permis d'avoir cette réactivité-là et se dire, OK, on y va. On va essayer, on va voir ce qui se passe et on va voir si ça marche. Et si ça marche bien, on continuera. Et c'est ce qu'on a fait et on a appris en marchant. Et il y a un principe fondamental dans l'humanitaire que j'aime beaucoup, qui est le principe de base de l'humanitaire, qui est le do not harm, ne pas faire de mal. Et bon, quand on a lancé ces lives Facebook, il y avait une chose dont on était sûr, c'est qu'on ferait pas de mal a priori. On donnait pas des conseils absolument délirants aux familles sur la manière de prendre soin de leurs enfants. Donc a priori, ça pouvait pas faire de mal. Et en fait, petit à petit, on a réussi à
cadrer et à faire cet affinage du projet, de ses contenus, etc., qui permettait non seulement de pas faire de mal, mais de faire beaucoup de bien. Le mandat de BSF, c'est porter la connaissance à celles et ceux qui en sont privés, c'est partager cette connaissance, et c'est cette idée de dire finalement que dans toutes les situations qui peuvent arriver dans le monde, à un moment donné de ces situations, on peut se retrouver dans un moment où on va avoir besoin d'accéder à de l'information, à de l'éducation, à de la connaissance. Et finalement, alors, vous allez me dire, c'est tiré par les cheveux, et c'est peut-être un parallèle qui est pas parfait, évidemment, mais moi j'ai été frappé et je le suis encore, hein, quand je vais en Jordanie, par exemple, dans les camps de réfugiés syriens, où vous savez, on a souvent dit que cette génération de réfugiés, enfin, il y avait un cas spécifique pour les réfugiés syriens qui sont arrivés en Jordanie, au Liban, au début de l'année 2010, hein, au début de la crise syrienne, et après, bon, ça s'est évidemment poursuivi, mais que c'était des gens extrêmement éduqués. Et alors, c'était pas vrai pour tous, hein, évidemment, mais c'est vrai que quand on a souvent cette imaginaire, hein, du réfugié qui est une personne qui vient du fin fond d'une zone rurale, au fin fond de l'Afrique, et qui voyage et qui ne sait pas lire et écrire et qui n'a pas d'éducation, etc. Ce qui est parfois vrai, hein, pour des populations qui viennent de zones rurales en Afrique, c'est le cas. Mais pour les réfugiés syriens, pour la plupart d'entre eux, c'était pas le cas. C'était des gens qui étaient plutôt issus de classe moyenne, qui vivaient dans des grandes villes, qui avaient leurs enfants qui allaient à l'école, qui pour certains d'entre eux étaient architectes, médecins, d'autres étaient enseignants, d'autres voilà. Et en fait, ces gens se sont retrouvés du jour au lendemain dans un camp de réfugiés. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que la communauté humanitaire a été interpellée par ces réfugiés, chose qui n'était quasiment jamais arrivée dans l'histoire, hein, où les réfugiés ont dit mais ça va pas la manière dont vous nous traitez, en fait, dont vous traitez les réfugiés. Et tout ça, ça a amené énormément les communautés humanitaires à réfléchir sur le sens de leur action. Ce que je veux dire par là, c'est que en réalité, ces gens, ils étaient architectes, ils étaient médecins, ils étaient voilà, aides-soignants, ils étaient plein de professions comme ça. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés réfugiés. Alors, évidemment, le parallèle en disant du jour au lendemain, nous, des gens qui avaient une vie tout à fait normale jusque-là en France, se sont retrouvés confinés, ça n'a rien à voir avec l'obligation de quitter son pays sous les bombes. Hein. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais il reste que je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, face à tous ces à cette interconnexion de la mondialisation et cette immense diversité des risques auxquels on est exposé, eh ben, je pense que chacun d'entre nous peut se retrouver dans une situation de vulnérabilité un jour ou l'autre. Et je trouve que c'est intéressant de travailler sur ces sujets-là et de pas s'interdire finalement de dire que Bibliothèques sans frontières peut faire des lives sur Facebook, même si on sait que quand on fait ces lives sur Facebook, on va toucher que des gens qui ont accès à Internet. Et ça nous coupe a priori, les publics les plus fragiles avec qui on a l'habitude de travailler, nous, à BSF. Mais c'est ça qui m'intéresse, en fait, dans le mandat, et je pense qu'il faut accepter qu'il y ait de la fluidité dans le mandat d'une organisation comme la nôtre, notamment quand on s'expose et quand on fait face à des crises comme celle qu'on vit aujourd'hui. Pardon, je suis désolé, ça a été très long. Mais non, mais c'était parfait. Ça situe bien le contexte et ça nous permet de voir à quel point cet accès à la connaissance pour laquelle on se bat est plus que jamais essentiel dans un moment comme celui-ci, qui est assez inédit finalement à l'échelle de l'humanité. Jérémy, tu as parlé de ces actions, de ces lives qu'on a mis en place durant le confinement. Il y a aussi d'autres initiatives qu'on a mises en place, notamment au service des populations les plus vulnérables, pour qu'elles puissent continuer à apprendre, à créer, à rêver, à explorer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Mais oui, parce que effectivement, tout ce que je viens de dire n'enlève pas le fait que le travail de Bibliothèques sans frontières va quand même en direction de ces publics-là, qu'on dit les plus fragiles, les plus vulnérables, peu importe les termes qu'on utilise. Effectivement, dès le début du confinement, la première chose qu'on a faite, c'est de faire des dotations de livres pour des centres, des hôtels sociaux, des centres d'accueil de demandeurs d'asile, et également une prison avec cette super association Lire pour en sortir. Et en fait, bon, les livres, c'était quelque chose qui était facile pour nous parce que notre base logistique est restée ouverte, parce qu'on a continué l'activité sur ce site et que on pouvait envoyer des bouquins. Mais en fait, on se disait, ouais, mais finalement, notre action au quotidien, elle va profondément changer. C'est pas simplement pendant la durée du confinement, c'est aussi sur ce qui vient après. Et tout de suite,
ce qui ressortait de de l'identification des besoins qu'on pouvait faire, c'était cet angle mort sur la question de la continuité pédagogique pour un certain nombre d'enfants. On a décidé de se focaliser sur les enfants réfugiés parce que c'est, j'allais dire, un secteur d'activité, c'est pas très beau de le dire comme ça, mais sur lequel on a déjà des partenaires en place. On travaille beaucoup avec le SAMU social, avec Emmaüs Solidarité, avec Aurore, avec Coalia, enfin tout un tas d'acteurs avec qui on a l'habitude de travailler auprès des populations qui arrivent en France. Et en même temps, on avait la Khan Academy, qui est cette plateforme d'apprentissage. On a pas beaucoup parlé sur ces Facebook Live, donc je vais pas revenir sur le sujet, mais on savait qu'avec la Khan Academy, on apportait aussi une offre gratuite pour tout un tas d'enfants qui ont des difficultés à l'école et mais qui ont Internet. Et donc en fait, on s'est dit, bah tiens, on va nous se focaliser sur la question des enfants réfugiés. Et en fait, les premiers retours qu'on a eu de nos partenaires, c'était de dire dans les premiers jours du confinement, c'est de dire que c'est pas la priorité. La priorité, c'est vraiment pour ces familles-là de trouver à manger, parce que effectivement, quand tout s'arrête, c'est très compliqué. Et il faut voir que c'est des familles, les familles réfugiées sont en grande majorité pas dans ce qu'on appelle les centres d'accueil traditionnels, qui sont plutôt réservés aux hommes seuls. Les familles vont plutôt être mis plus en sécurité, entre guillemets, pour mettre en sécurité les enfants, etc., dans des hôtels sociaux, qui peuvent être des hôtels transformés en centres pour les familles. Donc vous imaginez, vous vous retrouvez dans une petite chambre de 10-12 mètres carrés à 5, 6, ou alors dans des hébergements diffus, qui sont des hébergements diffusés sur le territoire. Ça veut dire un très grand isolement pour ces familles. Et donc, une fois que, je veux dire, les associations ont réglé avec l'aide des bénévoles, la mobilisation de plein de monde, la question de l'accès à la nourriture, finalement, c'est comme dans les situations d'urgence humanitaire auxquelles on s'expose nous toute l'année, c'est qu'une fois que les gens ont accès, qu'ils ont un toit et accès à de la nourriture, la première chose qu'ils demandent, c'est l'éducation pour leurs enfants. Et donc, c'était assez naturel pour nous d'essayer d'apporter une réponse là-dessus et de mobiliser encore une fois toute l'expertise pédagogique que BSF peut avoir pour construire en fait des parcours d'accompagnement pédagogique personnalisés pour chacun de ces enfants. Donc le projet, il concerne plusieurs centaines d'enfants. On est encore en train de le calibrer, de faire rentrer les enfants au fur et à mesure parce que la réalité, c'est qu'on a une partie d'un financement grâce à un fonds de Google.org et de INCO qui est piloté par INCO pour financer une partie de ce projet. Mais plus on aura de financement, plus on réussira à faire rentrer d'enfants. Évidemment. Mais on a plus de 150 bénévoles qui sont déjà mobilisés. Et pour nous, ce qui était très important, c'était de dire il nous faut des bénévoles qui ont une expertise en pédagogie. Parce que ces enfants vont être dans des situations très particulières. C'est-à-dire que souvent, ces enfants avec qui, pour le coup, les profs qui sont scolarisés, mais pour qui les profs ont eu du mal à faire de la continuité pédagogique, parce que ces enfants n'ont pas accès à Internet la plupart du temps, parce que les parents parlent pas le français, donc c'est très difficile pour faire la liaison, etc. Et donc, il faut accompagner tous ces tuteurs bénévoles pour leur permettre non seulement de rentrer en connexion avec ces familles, mais les accompagner aussi dans la difficulté de rentrer en connexion, d'avoir des discussions, etc. Et donc, c'est ça, tout l'encadrement, à la fois l'accompagnement des tuteurs et le cadrage pédagogique qu'on est en train de faire. Et donc le projet a démarré et on accompagne aujourd'hui près de 200 ou 300 enfants. Et l'idée, c'est d'ici fin juin, on va délivrer plus de 25 000 heures de tutorat. Donc, c'est un projet quand même extrêmement conséquent, hyper ambitieux. La question qui va se poser très vite pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait après juin, parce que évidemment, pour ces enfants, c'est pas terminé. Et peut-être, je signalerai quand même une dernière chose, parce qu'au-delà des enfants réfugiés, il y a plein de mômes qui ont perdu la connexion avec l'école, qui se sont retrouvés dans des situations de semi-décrochage, parfois de décrochage total. En tout cas, cette période, elle va avoir des conséquences profondes. 2 mois d'interruption d'école, c'est beaucoup sur un parcours scolaire. Alors évidemment, ça va se lisser dans le temps, mais pour des enfants qui étaient déjà en difficulté, dans des quartiers populaires, encore une fois, l'école à la maison, on peut dire ah oui, c'est les familles qui n'ont pas pris soin des enfants, mais c'est pas vrai. Quand on a un ordinateur pour 4 enfants et qu'il faut faire l'école à la maison,
il faut parler aux profs, bah, parfois il y a embouteillage. Et donc, il faut aussi comprendre ça. Et donc, nous, on se pose beaucoup de questions actuellement sur qu'est-ce qui va se passer pendant cet été. Parce que, bon, ces enfants ne vont pas partir en vacances. Alors, vous allez me dire, bah, ils font souvent déjà partie, je veux dire, les enfants de Seine-Saint-Denis font souvent partie des enfants qui ne partent pas en vacances, ou en tout cas, pas des grands voyages autour du monde, des choses comme ça. Mais, ils avaient quand même, c'est pour certains d'entre eux, ils partaient en colonie de vacances, etc. Tout ça, ça va pas avoir lieu. Donc, il faut réinventer aussi ce qu'on va pouvoir faire cet été, en termes de rattrapage, en termes d'activités ludiques, culturelles, etc. pour ces enfants. Et donc, là, on est en plein dedans actuellement. Merci beaucoup, Jérémy. Et j'en profite pour remercier tous les bénévoles qui sont engagés à nos côtés, parce que le Ouais, rôle est primordial. Ce sont des enfants pour qui l'école était non seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un lieu de normalité après parfois des années de migration et des années justement de circonstances qui ne sont pas normales pour un enfant, et un véritable lieu de resocialisation où ils étaient en plein dans cet apprentissage du français, de retrouver les repères culturels, sociaux. Donc vraiment un grand merci à tous ceux qui sont engagés à nos côtés et qui nous donnent un temps extrêmement précieux et une expertise. Jérémy, tu parlais tout à l'heure de ce combat qu'on mène à BSF, ce plaidoyer qu'on porte pour faire de l'accès à la connaissance, l'accès à l'éducation, à l'information, à la culture, un droit fondamental. Est-ce que tu penses que cette crise a un impact sur ce plaidoyer, sur ce qu'on essaye de porter au quotidien? Bah, je crois que déjà de nos petites vies de confinés, on s'est rendu compte que sans culture, on serait quand même bien embêté. Donc oui, je pense que ça nous montre quand même que les artistes, toute la production culturelle en fait, et plus largement éducative, hein, parce que en fait, on voit bien qu'il y a des croisements à tous les niveaux. Bah c'est quelque chose qui fait que nos vies sont des vies, quoi, et on se sent humain, qu'on se sent appartenir à une communauté de sens. Donc c'est extrêmement important dans des moments comme ça. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que bon, quand il y a eu le début du confinement, la première chose, même avant la peur, en fait, ce qu'il y a eu, mais même avant le confinement, il y a eu énormément d'humour. J'ai adoré tous ces mèmes, toutes ces vidéos, tous ces trucs qui circulaient. Et en fait, ce qui était drôle, c'est qu'on avait celle des Italiens avant qu'on arrive. Et alors, donc, il y avait la petite saveur en Italie. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu de l'humour. Et on voit bien que l'humour, c'est la première forme de résistance. Et tout de suite après, bah quoi, on a eu les artistes, quoi. On a eu ces vidéos du ballet de l'Opéra de Paris. On a eu ces films. On a eu cette gratuité d'offres culturelles telle qu'on n'avait jamais connue jusqu'à présent, où on est quand même on est plutôt dans un monde qui enclôt les productions du savoir, de la culture, etc. Et là, tout d'un coup, on avait l'impression que toutes les frontières s'ouvraient, que tout était gratuit, tout était open bar, etc. C'est génial. Et en même temps, on voit bien l'immense souffrance et l'immense risque auxquels sont confrontés les artistes, les écrivains, etc. en face. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes, hein, ceux qui ouvrent et ceux qui souffrent en face. Donc, il faut bien prendre ça en compte. Au-delà de cette analyse un peu qu'a fait du commerce, hein, donc vous me pardonnerez les tenants et aboutissants, simplement c'était un peu un constat général. Moi, je crois qu'il y a aujourd'hui un besoin très fort de sens et d'action justement culturelle, éducatif et informationnelle. Et je les lis les trois, même si bon, je veux dire, on ne donne pas accès à la culture. La culture, elle est là et on y aide. Par contre, on peut faire de la médiation pour aider, accompagner un certain nombre de gens à avoir un accès privilégié ou en tout cas guidé, accompagné à la culture. C'est comme une éducation au goût, et ben on peut avoir une éducation à la peinture, une éducation à la musique, etc. Et ça, je pense que cette ouverture culturelle-là, elle est hyper importante aujourd'hui, elle le reste. Et on le voit bien dans les moments de confinement qu'on a vécu. Bah, c'est la même chose que quand on est, encore une fois, je fais ce parallèle qui pourra m'être reproché, mais que quand on est dans un camp de réfugiés fermé, et ben on a besoin de cette fenêtre sur le monde. Et en fait, ça nous a, moi, je pense que ça nous a, même si les conditions étaient bien moins atroces que celles que peuvent vivre un réfugié dans un camp, je pense qu'on a partagé là un tout petit bout de cette expérience-là, cette expérience en fait de
de l'enfermement quelque part et de l'enfermement sur soi. Sauf que nous, on a cette fenêtre sur le monde qui s'appelle l'ordinateur, qui s'appelle Internet, qui s'appelle parfois la télévision pour certains, etc. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Et je pense, si ça peut donner en fait, c'est plutôt dans ce sens-là que je le dis, si ça peut donner aux gens une compréhension, une meilleure compréhension du pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on a créé l'Ideas Box et Médiathèque en Kit qui sont quand on les présente, on dit ce sont des fenêtres sur le monde qu'on installe dans les camps de réfugiés. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est de dire comment en fait, quand on est enfermé dans un camp, qu'on n'a pas le droit de sortir, qu'on va vivre en moyenne 18 ans selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés dans ces camps, bah, comment on fait pour imaginer la vie derrière la barrière du camp? Et ben, on voit bien que voilà, la culture, ça nous lie les uns aux autres. Le deuxième axe, c'est l'éducation, parce qu'on voit bien que crise sanitaire, c'est une chose, mais derrière, il va y avoir une crise sociale énorme. Et donc, l'éducation, le renforcement général des compétences des populations, c'est quelque chose d'extrêmement important pour affronter ce qui arrive. Et ensuite, l'information. L'information, c'est d'abord détecter à son niveau, à soi, et pas celui d'un site, par exemple, qui serait mis en place par le gouvernement, qui a fait grande polémique, de savoir quelle est la bonne et la mauvaise information. C'est d'abord une compétence que chaque citoyen doit avoir, de pouvoir savoir détecter les rumeurs, la mauvaise information, se dire finalement, celle-là, je sais pas exactement si c'est vrai ou pas, mais j'ai un esprit critique et je vais pas m'engouffrer dans le truc. Voilà. Et tout ça, sur voilà, la qualité de l'information, la manière dont on la fait circuler, la manière dont on se l'approprie, c'est des choses importantes. Et donc, c'est ce triptyque-là sur lequel BSF agit, et je pense qu'il est plus que jamais d'actualité. En tout cas, c'est ce que la crise nous a appris. Et peut-être pour rebondir sur ce dernier point que tu mentionnes, cet accès à une information fiable, on voit dans les crises humanitaires, dans les camps de réfugiés où BSF opère, à quel point diffuser une information fiable, vérifiée de façon efficace est vitale en réalité pour les populations de ces camps. On a mis en place des actions de prévention santé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et quel positionnement BSF a au milieu de cet écosystème-là? Bah, moi, il y a c'est un chiffre, alors j'aurais pas le chiffre exact en tête, mais qui me frappe, mais je crois que c'est plus de la moitié de la population américaine. Quand vous demandez à un Américain dans quelle institution vous faites confiance, celle qui va mettre la plus haut sur l'échelle de la confiance, c'est la bibliothèque. Mais les médias, le journal, alors le journal local va être un peu plus haut que le journal national, par exemple, des choses comme ça. Mais je crois qu'il y a un Américain sur deux qui va faire confiance en sa bibliothèque contre 1 sur 10 qui va faire confiance au journal. Il faudra vérifier les chiffres. Je suis désolé, encore une fois, de l'imprécision de tout ça, mais c'est un peu ce ratio au général qui... Et pourquoi, en fait? C'est ça, c'est plutôt la question du pourquoi qui est intéressant. C'est parce que la bibliothèque, elle est ancrée dans une communauté, dans un territoire. Parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils connaissent leur bibliothécaire, parce qu'ils savent que quand ils ont un besoin, le bibliothécaire est là. Et finalement, ce qui se passe dans les camps de réfugiés, c'est la même chose. C'est-à-dire que les projets qu'on monte, et notamment les Ideas Box, qui sont ces médiathèques en kit, qui s'installent dans le camp, en fait, évidemment, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais très vite, en fait, il y a un phénomène d'appropriation par les populations, parce qu'en fait, on leur donne les clés de l'outil. On leur donne la possibilité de choisir le contenu, de créer également du contenu localement, d'animer ces espaces. Et très vite, en fait, il y a un transfert, finalement, de la propriété, on pourrait dire, de la box. Tout ça est très symbolique, en fait. C'est vraiment, on remet la box. Et cette appropriation fait que ces outils, ces médiathèques en kit, ça devient des lieux de confiance dans les camps. Mais pas que pour le Covid, bien avant ça, c'est des lieux de circulation de l'information. Et on sait que quand on va chercher l'information ici, elle sera vraie, elle sera vérifiée, etc. En tout cas, elle sera partagée et il y aura de l'esprit critique pour l'analyser. Alors, évidemment, dans une crise comme celle-ci, ces Ideas Box deviennent des lieux où on va se tourner, vers lesquels les gens vont se tourner. Alors, ça marche pas partout pareil, soyons bien clairs là-dessus. Dans certains cas, on a même dû complètement fermer parce qu'on ne pouvait plus accéder, etc. Les autorités ont complètement mis le capot dessus et c'était impossible d'accéder. Mais tu parlais du Bangladesh, on travaille avec l'Organisation internationale de migration. Un niveau de gestion du camp, donc un niveau relativement macro, où justement on a accès et on a la possibilité d'intervenir sur plusieurs leviers. Et l'éducation en est un, l'accès à la connaissance, etc., mais l'information aussi. Et là-dessus, on voit effectivement que la box, elle permet, non seulement les gens le font confiance, mais en plus sa modularité
Et le fait qu'elle va utiliser plusieurs canaux, comme la télévision, le son, des petites radios, la possibilité de faire de l'écrit, des dessins, des choses comme ça, permet en fait, à travers tous ces médias possibles, de communiquer de l'information auprès de publics extrêmement variés. Mais on a des exemples comme ça partout dans le monde. Hein. Au Burundi, auprès des enfants des rues, où les enfants ont dessiné les gestes barrières bien avant les enfants français, je dirais. Donc, voilà. Moi, ça me fascine de voir à quel point, en fait, nos partenaires, parce que c'est des partenaires de BSF, qui animent ces box, sont d'une réactivité incroyable et d'une créativité incroyable pour répondre aux problèmes. Mais encore une fois, c'est parce que j'allais dire, ils ont l'habitude d'être dans cette réactivité quasi quotidienne. Enfin, bon, les enfants des rues au Burundi, ils sont pas exposés simplement au Covid. Hein. Je veux dire, des problématiques et des risques épidémiques, si on parle que de ça, entre le choléra, les risques d'Ebola qui étaient juste de l'autre côté de la frontière, etc. J'allais dire, ils en ont tous les mois. Donc, ils ont aussi cette habitude-là. Je vous recommande à ce titre un excellent papier qui est sorti dans Le Monde Afrique ce week-end, une tribune, qui explique justement, enfin, qui dit, bah, vous voyez, on était tous persuadés que l'Afrique allait être la bombe à retardement, le catastrophe du Covid, et en fait, c'est pas ce qui est en train de se passer. Alors, on va quand même rester prudent, hein, évidemment. On voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de gros enjeux, mais c'est intéressant aussi de voir que c'est une population qui est extrêmement jeune en Afrique, donc qui est peut-être un peu moins exposée que nos populations vieillissantes, occidentales, etc. Mais c'est aussi que c'est des populations qui sont extrêmement habituées à des grandes épidémies comme ça. Et donc, il y a aussi, enfin, je veux dire, le lavage de mains à chaque fois qu'on rentre dans la LDS box, c'est quelque chose de. Et vous allez au Burundi, quand vous allez à la bibliothèque, les enfants, ils se lavent tous les mains avec de l'eau. Alors, c'est pas du comment on appelle ça, du gel hydroalcoolique, un peu javelisé, des trucs. Mais c'est des choses qui sont dans les pratiques. Et finalement, les gestes barrières, ils connaissent. Donc, ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas d'épidémie, évidemment, mais il faut aussi être, voilà, il faut aussi regarder, parfois sortir un peu de son ethnocentrisme, de se décentrer un petit peu et de dire, ah oui, mais effectivement, peut-être que on a aussi des choses à apprendre de ces pays-là et de ces populations. Merci beaucoup, Jérémy. Tu le disais tout à l'heure, certaines des actions qu'on a mises en œuvre durant ce confinement vont continuer, vont se poursuivre. Le tutorat auprès des enfants réfugiés en est un exemple. On va continuer jusque fin juin et on réfléchit à ce qu'on pourrait faire par la suite avec nos partenaires sociaux. Mais il y a aussi d'autres actions qui sont en réflexion, en cours de construction, en préparation. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ces initiatives ? Oui, oui et non. C'est-à-dire que oui, évidemment, il y en a beaucoup dans les tuyaux, comme dirait l'autre, mais c'est pas évident parce que, enfin, ce que je disais tout à l'heure, on réfléchit beaucoup à ce qu'on va faire, à comment on va le faire. Une des grosses questions aujourd'hui pour nous, qui est quand même une question centrale, c'est qu'une organisation comme la nôtre, notre boulot, pour le dire assez vulgairement, c'est faire des missions. Alors évidemment, c'est pas que ça, hein, mais c'est quand même beaucoup aller sur le terrain parce qu'on fait du transfert de compétences et du transfert d'outils et de méthodologies à des partenaires qui sont sur le terrain. Tout le travail de BSF et les valeurs de BSF, ça a toujours été de dire, c'est pas nous qui allons construire des bibliothèques pour nos amis africains. C'est plutôt de dire, il y a des acteurs sur les territoires qui ont des problématiques de diffusion de la connaissance. Et nous, on peut apporter, en mobilisant des compétences à l'international de partout dans le monde, on peut apporter des grilles d'analyse, des contenus, de l'expertise, des outils. Et on vient comme ça en levier, en effet démultiplicateur sur des partenaires qui agissent au quotidien sur les terrains. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire, oui, effectivement, faire beaucoup de missions. Alors, on peut en faire une partie, on le voit, hein, par visioconférence, etc. Donc, ça règle une partie des questions, mais ça veut dire quand même que notre boulot va devoir évoluer d'une façon ou d'une autre, ça c'est certain. On ne sait pas exactement dans quel sens. Et alors ce qui est assez redoutable, hein, c'est que on est en plein milieu à BSF cette année là dans l'écriture de notre plan stratégique pour les 5 prochaines années. Donc évidemment, tout ça va complètement infuser, j'allais dire, notre vision stratégique. Donc ça va avoir un impact sur la façon dont on travaille, sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, dire exactement quelle va être la feuille de route sur les prochains mois, je ne sais pas. Il y a une chose que je sais et dont je suis convaincu, et par ailleurs sur laquelle on travaille énormément, c'est la question de l'Internet offline.
Alors c'est un tout petit peu technique, mais c'est l'idée de dire comment on amène du contenu multimédia, c'est-à-dire du vidéo, des sites internet, des applications, des choses comme ça, à des publics qui n'ont pas ou qui sont pas ou mal connectés à Internet. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des connexions Internet intermittentes, de mauvaise qualité ou complètement inexistantes quand on se retrouve voilà dans un village dans la brousse sénégalaise. Et donc la question est donc pour nous de se dire comment on développe des technologies qui sont déjà là, hein, qu'on déploie déjà à assez grande échelle, mais qui permettent sur des petits serveurs, par exemple, de mettre du contenu informationnel, éducatif pour ces publics. Et un des vrais sujets qu'a révélé la crise du Covid, c'est que finalement, en Afrique, il y a eu, Afrique subsaharienne, quasiment partout les écoles ont fermé. Mais la continuité pédagogique telle qu'on l'a vue en France, elle ne peut pas exister de la même manière parce que il y a une moitié de la population mondiale qui n'est pas connectée à Internet et dans cette moitié de population mondiale, ils sont quasiment tous en Afrique subsaharienne. J'exagère un peu parce qu'il y a le Moyen-Orient, mais c'est grosso modo, je crois que c'est 20% le taux de connexion Internet. Donc c'est plutôt des gens dans les villes, etc. Donc une fois qu'on a dit ça, on voit qu'il y a un besoin et qu'il y a un angle mort énorme sur la manière dont on apporte ces contenus pédagogiques, ces contenus éducatifs avec le numérique, parce qu'on voit aussi l'utilité du numérique. Mais ça va bien au-delà de l'éducation. Et on travaille aujourd'hui sur des applications très fortes en matière de santé, par exemple, sur la manière dont ces petits serveurs mis dans un centre de santé permettent au grand public d'accéder à des vidéos, par exemple directement sur leur smartphone pendant qu'ils attendent dans la salle d'attente des vidéos sur les gestes barrières face au Covid, et aux médecins sur des protocoles de prise en charge, sur des vidéos de formation, etc. Et donc, en fait, tous ces projets-là, aujourd'hui, on les a montés à l'échelle de pilotes ces dernières années. Cette année, début de l'année dernière, ça a démarré l'année dernière, cette année, et je pense l'année prochaine, on est dans une montée en puissance dans le déploiement de ces petits serveurs, dans la création d'une filiale de Bibliothèques sans frontières, on pourrait dire, qui s'appelle Cajou, qui développe des technologies de cartes SD, donc des petites cartes que vous mettez dans votre téléphone et qui le transforment en bibliothèque de contenu, voire même en campus. Vous allez avoir des MOOC, des cours en ligne directement dans votre téléphone. Donc toute cette idée pour nous de l'Internet offline ou on pourrait dire en bon français, en meilleur français de l'Internet asynchrone, c'est-à-dire que vous n'avez pas toujours Internet, mais parfois vous l'avez. Je pense que s'il y a une chose que cette crise pour nous aura révélé sur notre intervention, notamment en Afrique subsaharienne, on le savait déjà, mais ça nous aide beaucoup pour affirmer ce qu'on disait, c'est que on a énormément besoin de ces technologies parce que l'Internet n'est pas encore là, ne sera pas là dans les 5 prochaines années. Alors peut-être dans 20 ans, on aura beaucoup plus de couverture, mais pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Et on sait par ailleurs que les publics les plus fragiles, les plus vulnérables, seront les derniers à être connectés. Donc, il y a un besoin immense à ce niveau-là. Ce que tu dis sur l'Internet offline, ça met bien en valeur cette spécificité de BSF que tu as toujours défendue, qui est d'essayer de mettre l'innovation, la recherche et le développement au service de l'impact social. Je pense que l'Internet offline, c'en est un excellent exemple, parce qu'en réalité, ça naît de nos besoins terrain et ça fait des années que BSF expérimente autour de ces enjeux-là. Est-ce qu'il y a peut-être des expertises qui, toi, te semblent, des expertises ou des méthodes, des façons de travailler qui te semblent particulièrement prometteuses vu le contexte actuel et pour les enjeux à venir? Mais à BSF, on fait de la recherche et du développement. Alors, on a du mal à la financer, par ailleurs, j'en profite. Et c'est vrai que quand on fait des appels aux dons, c'est pas seulement pour dire ça va nous permettre de faire ces actions auprès de ces enfants, par exemple, mais c'est aussi pour préparer le coup d'après, entre guillemets. Il faut voir que ça, des organisations qui font de la recherche et du développement, il n'y en a pas beaucoup dans notre secteur de l'humanitaire et du développement, on s'est donné pour mission de faire ça à BSF et que ce qu'on apporte, on le garde pas pour nous. C'est-à-dire que ces technologies dont je parle aujourd'hui, elles sont open source, elles sont ouvertes, elles sont réappropriables par d'autres. Et donc, en fait, c'est vraiment mettre en commun ce savoir, ces compétences et ces façons d'intervenir. J'allais dire, tu me tends la perche pour te remercier pour le boulot que tu fais, Mui-Cheng, parce que au niveau de la direction de l'éducation, je pense que c'est pour moi le sujet aujourd'hui qui est majeur dans ce qu'on fait à BSF. On travaille aujourd'hui en 25 langues sur de la sélection, de l'identification de contenu. Mais en fait, on s'aperçoit que en permanence du terrain nous remontent des besoins.
Et quand on dit à BSF qu'on crée des ponts entre des connaissances et des populations qui sont dans des situations de fragilité, bah nous, oui, on fait les ponts, on fait les tuyaux quelque part. Mais il faut mettre des choses dans ces tuyaux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, en fait, c'est depuis les terrains qu'on va identifier des problématiques, des grandes thématiques comme ça qui vont ressortir. Et nous, avec nos petits bras, on va essayer d'aller voir des fondations, des mécènes, en leur disant ah, on pense, en tout cas on voit, nous on observe qu'il y a ce besoin. Est-ce que vous voulez nous aider à développer soit du contenu, soit du savoir-faire, mais plus voilà, des outils de formation pour ces publics, les publics qu'on sert sur ces contenus. Et la force qu'on a aujourd'hui, c'est que les IDS Box dans le monde, elles desservent 1 million de personnes par an. Donc 1 million de personnes, évidemment, quand on va voir des partenaires et qu'on leur dit, bah, ce qu'on voit aujourd'hui dans les IDS Box, je vais prendre un exemple très concret, c'est que partout, on a des animateurs d'IDS Box qui nous disent, on veut développer des activités, des contenus sur les questions environnementales, sur les questions du changement climatique. Et bah, nous, a priori, on dit, bah, on n'est pas des experts, hein, mais c'est comme quand on s'est lancé dans la santé, on n'était pas des experts. Mais par contre, nous, ce qu'on peut faire, c'est venir agréger des expertises et faire en sorte de créer des contenus, de créer des kits, en fait, qui sont à la fois des outils de formation pour les animateurs de ces projets, de toute bibliothèque dans le monde, finalement, des assemblages de contenus qu'on va les sélectionner, parfois qu'on va les créer, et tout ça dans les différentes langues et conforme, j'allais dire, aux différentes cultures avec lesquelles on va travailler, et développer et pousser ce contenu et le rendre accessible au plus grand nombre, que ce soit dans nos projets, mais bien au-delà de nos projets, pour que finalement tout acteur éducatif, culturel, etc., dans n'importe quel pays, puisse s'en saisir et dire ah bah tiens, je vais utiliser ça. Et cette trajectoire-là, elle est très forte pour BSF parce que ça veut dire que, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on démultiplie les types de contenus et d'expériences et d'activités qu'on peut avoir. Et en face, on a une communauté qu'on va appeler les champions de l'information, les Information Champions, qu'on n'appelle pas des bibliothécaires seulement, parce que la plupart, en fait, n'ont absolument pas le diplôme de bibliothécaire, mais sont ces gens qui vont être ces passeurs d'information. Et en fait, ces passeurs d'information, pour nous, c'est des gens qui nous aident à sélectionner les contenus, qui nous aident à les créer, mais surtout qui nous aident à faire remonter les besoins du terrain pour mieux produire et proposer ces outils un peu clés en main pour le plus grand nombre. Finalement, on pourrait dire qu'on est une sorte de bibliothèque géante d'activités clés en main pour des acteurs qui, sur les territoires, agissent au quotidien auprès des plus fragiles. Et effectivement, cette vision que tu viens de décrire, elle encapsule aussi très bien notre vision de la bibliothèque, qui est bien plus qu'un bâtiment, bien plus qu'un endroit où on trouve des ressources, mais vraiment une plateforme communautaire qui permet à chacun de s'emparer du pouvoir de l'information et d'essayer de prendre soi-même des décisions plus éclairées grâce à cette information, mais aussi d'aider d'autres à prendre ces décisions de façon plus éclairée. Jérémy, peut-être une dernière question avant de prendre celles qui nous ont été postées dans les commentaires. Tu as cofondé BSF il y a 13 ans avec notre président, l'historien Patrick Veil. Aujourd'hui, quelle est ta vision pour BSF et comment peut-être celles et ceux qui nous regardent peuvent nous aider à réaliser cette vision? Ça rejoint une question d'une auditrice qui nous demande comment est-ce que le grand public peut nous aider dans nos initiatives. La vision de BSF, comme je disais tout à l'heure, on est en train de construire la stratégie à 5 ans, donc et on essaie de le construire de la façon la plus collaborative possible. Donc, je vais certainement pas vous dire j'ai décidé que ce que je peux vous dire, c'est que moi je suis convaincu d'une chose, c'est que ce qu'on fait à Bibliothèques sans frontières, c'est éminemment et même je dirais dramatiquement d'actualité. Et que finalement, je pense que le monde n'a jamais eu besoin autant d'éducation, d'information et de ce lien, j'allais dire, ce grand chapeau de lien culturel dont je parlais tout à l'heure, de lien social à travers la culture. Donc, une fois qu'on a dit ça, j'allais dire, l'ambition de BSF, elle est énorme, les besoins en face, ils sont énormes. Il faut qu'on arrive maintenant à monter les marches. C'est-à-dire que l'organisation, elle a beaucoup grandi entre 2014 et 2017,
2018. Depuis, on est un peu sur un palier, mais qui est normal aussi, parce qu'on avait eu une croissance. Enfin, faut se rendre compte, on était passé de 15 à 80 salariés, quoi, en un an et demi. Donc, ça a été quand même dur. Hein, c'est pas quelque chose de complètement anodin. On a pris une pause aussi pour tourner l'organisation, entre guillemets, et dire, en fait, on n'est pas, ce qu'on dit souvent, on n'est pas Ikea sans frontières. Notre boulot, c'est pas de fabriquer des box, ou c'est pas de fabriquer des murs de bibliothèque. Nous, notre travail, c'est vraiment de travailler sur cette expertise et cet accompagnement, justement, des partenaires, sur cette sélection du contenu et sur, effectivement, les outils techniques. Mais les outils techniques, c'est un moyen. Et il faut pas le voir comme une finalité. La plupart des projets qui sont ces éléphants blancs, hein, comme on dit dans le développement, c'est-à-dire ces projets d'équipement massif, par exemple, des écoles avec des tableaux blancs numériques interactifs en Afrique subsaharienne, qui sont des gouffres d'argent, mais qui n'ont servi à rien du tout. Mais parce qu'en fait, l'idée était un peu de la techno pour la techno, en disant parce que c'est beaucoup plus facile en réalité de construire des écoles ou de mettre de la technologie que de former les gens. Ça a toujours été beaucoup plus simple. Et beaucoup plus valorisant parce que quand vous avez fait une formation, vous n'allez pas l'inaugurer. Par contre, quand vous avez construit une école et que vous avez mis un beau tableau à l'intérieur, vous pouvez aller faire une photo, etc. Donc, vous voyez, et donc, c'est la question du soft pour moi qui est éminemment importante dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors, elle est un peu moins gratifiante, effectivement. On peut pas se targuer d'avoir inauguré 5000 écoles l'année dernière, des choses comme ça. Alors nous, on a quand même l'IDS Box, hein, qui est quand même, et on doit ça à Philippa, qui est quand même un outil particulièrement joli et beau, etc. Mais encore une fois, la box en soi n'est rien sans le contenu qu'on met à l'intérieur et les activités qu'on met à l'intérieur. Donc pour moi, c'est ça, hein, la principale vision de BSF maintenant, c'est de se dire, OK, comment on arrive à mieux passer à l'échelle. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que ce passage à l'échelle, il se fera parce qu'on arrivera à convaincre beaucoup mieux. Et c'est là-dessus que j'allais dire que la première chose sur laquelle les gens peuvent nous appuyer, c'est faire connaître Bibliothèques sans frontières. C'est faire passer le message en disant, regarde ce truc, bon, regarde cette organisation. Tu vas voir, c'est pas ce à quoi tu penses à première vue. Souvent, on nous dit, Bibliothèques sans frontières, Bibliothèque, c'est quand même un peu suranné, c'est un peu vieillot. Non, la bibliothèque, c'est hyper jeune, c'est hyper dynamique, c'est hyper tech, c'est hyper communautaire, ça répond aux besoins des gens. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment en lien avec les territoires dans lesquels elles sont. Et je pense que les bibliothèques sont vraiment les outils de cohésion sociale de demain. Et souvent, on dit, les éditeurs, ils sont mal barrés, les libraires, ils sont mal barrés. Et c'est vrai que les chaînes du livre, dans l'ensemble, sont quand même aujourd'hui face à des grands séismes, des grandes difficultés. Et parfois, on entend les élus dire, mais maintenant, on n'a plus besoin de bibliothèque, les gens ont accès à Internet. Ouais, non, c'est pas ça la réalité. C'est pas parce que tu as accès à Netflix ou à YouTube sur Internet que tu vas pas avoir besoin d'aller à ta bibliothèque, demander conseil à ton bibliothécaire ou simplement aller trouver une table de travail avec tes copains pour réviser ton brevet ou ton bac. Et donc, tout ça, ça fait que la bibliothèque doit retrouver sa place au centre de la communauté. Et nous, à BSF, encore une fois, avec toute notre ambition, mais aussi notre modestie, parce qu'il faut bien comprendre que la plupart du temps, on est en accompagnement de ces acteurs. Et donc, on va intervenir par petites touches et on va certainement pas transformer en profondeur les choses. La question, on va pas bouleverser du jour au lendemain les choses, on va les transformer comme ça par petites touches. Et ça, je pense que c'est cette vision qui doit nous porter. Et plus les gens feront passer le mot en disant hey, tu as vu ce qu'ils font, regarde, intéresse-toi-y et comprends que ces sujets-là sont les sujets centraux du monde dans lequel on vit. Sont les sujets centraux aussi pour faire face au populisme, pour faire face aux fake news. Sont les sujets centraux pour construire le monde de demain face à l'intelligence artificielle qui va remplacer plein de jobs. Sont les sujets centraux sur finalement repenser la culture dans un contexte où les frontières sont plutôt tendance à se fermer, où on a plutôt tendance à se replier les uns sur les autres, sur nous-mêmes. Et donc, tout ça, ça fait que je pense qu'on a besoin d'ouverture, on a besoin de créer des ponts aujourd'hui, et c'est tout ce que Bibliothèques sans frontières se donne comme proposition. Évidemment, une fois que j'ai dit ça et que j'ai fait mes grands discours, de façon beaucoup plus prosaïque, la façon de nous soutenir, c'est de faire un don. C'est de faire un don financier d'abord parce qu'on a besoin de cette indépendance financière-là. On reçoit très peu de sous des pouvoirs publics, il faut bien le dire, même si on arrive quand même à décrocher de plus en plus des financements de la coopération internationale sur des fonds institutionnels de l'Union européenne, des choses comme ça. Ça veut dire aussi qu'on arrive à convaincre de plus en plus. Mais
la vraie force de BSF et cette capacité de faire de la recherche et du développement, de l'innovation, elle vient des donateurs privés, des mécènes, des gens qui nous font des legs et qui nous donnent une partie de leur héritage. C'est des cadeaux immenses. Et c'est aussi quelque chose qui nous donne d'ailleurs une responsabilité très forte sur notre action. Et cette redevabilité-là vis-à-vis des gens qui nous font des dons, pour moi, elle est essentielle aussi dans la trajectoire de ce qu'on fait. Et c'est aussi pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que quand on crée quelque chose, on l'ouvre et on le donne à tous. Quand vous nous faites un don, vous faites pas un don pour que BSF, en tant qu'organisation, croisse et soit plus forte, etc. C'est pas seulement ça. C'est aussi pour dire, voilà, vous nous faites un don pour qu'ensuite votre don puisse s'aimer dans toute une communauté. Dernière façon de nous aider, je m'arrêterai là. Bon, je pense que tu as déjà parlé j'ai parlé du tutorat tout à l'heure, donc on recherche encore des bénévoles. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez venir. Et plus généralement à BSF, on recherche des bénévoles. Il y a une page sur le site pour ça. Une dernière façon de nous aider, c'est de faire des dons de livres. Alors vous le trouverez régulièrement sur nos sites internet. Il y a tous les ans une campagne avec la Fnac pour toutes les Fnac de France collectent des bouquins pour BSF. Alors normalement c'est en juin au moment de la semaine de la solidarité. Non, du développement durable, pardon, la semaine du développement durable. Alors, cette année, ça risque d'être reporté, mais surveillez ça. Et si vous êtes en Île-de-France, vous pouvez nous faire des dons. Alors, les points de collecte sont pas tous ouverts, c'est souvent des mairies d'arrondissement, donc c'est un peu compliqué en ce moment. Mais suivez les actualités et bien sûr, nous on récupère vos livres avec plaisir parce que une partie des livres va dans est triée. Enfin, tous les livres sont triés. Une partie va aller à la vente. Sur les marchés d'occasion, tout comme fait Emmaüs, c'est-à-dire qu'on va revendre une partie des bouquins qui nous permettra de générer de l'argent pour nos actions internationales. Et l'autre partie, ça va directement dans notre catalogue qui est ensuite proposé à nos partenaires en France et à l'international, ce qui nous a permis d'équiper une trentaine de bibliothèques, de créer des bibliothèques dans des hôtels sociaux pour les réfugiés, par exemple, en Île-de-France. Merci énormément, Jérémy. Je te propose qu'on prenne quelques-unes des questions qui nous ont été postées dans les commentaires du live. Moi, je les vois pas, parce que je suis pas sur le Facebook, donc. Je te les relais. Alors cette question d'un auditeur qui nous suit depuis le début des lives et qui nous demande comment cette crise sanitaire a-t-elle bouleversé notre manière de travailler en France, à l'international. Est-ce que ça a changé nos pratiques sur les terrains? Oui, je l'ai un peu évoqué, hein, évidemment. Déjà, on s'est tous retrouvés en télétravail, donc forcément, ça change pas mal de choses. On a des expatriés qui ont été évacués de certains des pays dans lesquels ils étaient. On en a d'autres qui sont restés pour tenir un petit peu les missions, mais pour prendre l'exemple de notre mission au Burundi, les activités elles continuent au Burundi, sauf que c'est comme nous en France, finalement les salariés sont en télétravail. Bon, c'est pas simple, on s'organise, on fait comme on peut, mais de façon générale, le fait de plus pouvoir se déplacer fait quand même que ça fait, par exemple, tout le planning de formation a été bouleversé, annulé, reporté, etc. Nos actions en France, la plupart sont avec des associations dans les quartiers populaires ou avec des bibliothèques qui ont fermé pendant le confinement. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur pause. C'est aussi ça qui nous a permis de faire ces lives tout au long du confinement. Et c'est vrai que on s'est quand même beaucoup posé la question, et toi la première, Moucheng, en se disant, on continue après, parce que, ça nous a tous enthousiasmés. On voit bien qu'il y a un public qui suit, il y a des gens qui ont beaucoup aimé ça, etc. En même temps, une des raisons pour lesquelles on s'arrête, c'est qu'on n'a pas, et en particulier toi, Moucheng, t'as pas quatre bras, quoi. Et donc, à un moment donné, on a aussi là des activités plus normales de l'association qui vont reprendre, et donc on peut pas être sur tous les fronts, et donc on peut pas continuer ces lives ad vitam aeternam, même si on s'est bien amusé à les faire. Absolument. Alors, je réponds peut-être à une question plus prosaïque d'une des auditrices qui nous demande comment avoir plus d'informations sur les actions de BSF. Si vous allez sur le site internet de BSF, www.bibliosansfrontières.org, vous retrouverez la plupart des initiatives dont on a parlé aujourd'hui. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter et recevoir régulièrement les actualités de BSF, et en cette période de confinement, notamment les sélections de contenu, les idées d'activités qu'on teste et qu'on suggère pour continuer à apprendre dans cette période de confinement. Alors, une question
bien plus politique, plus large, d'un de nos fidèles auditeurs aussi que je reconnais pour avoir lu ces questions de multiples fois, qui te demande ce que tu penses de la mise en place du plan culture émis par le gouvernement, et est-ce que selon toi, l'action publique devrait s'engager plus fortement au cours des prochains mois sur la question de l'accès à la culture? Oui. Oui, bah, bien sûr, évidemment. Mais c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est comme l'hôpital, c'est comme la santé, c'est des choses qui étaient préexistantes à la crise pour moi. Alors évidemment, qu'ils répondent avec un plan d'urgence, c'est très bien, il faut le faire. Enfin, c'est plus que bien d'ailleurs, c'est essentiel parce que aujourd'hui, il y a des artistes qui sont voilà en train de crever de faim, quoi. Enfin, faut dire les choses comme elles sont. Et donc, on a la chance en France d'avoir ce statut des intermittents qu'il faut protéger, défendre, étendre, etc. Mais c'est bien plus que ça. C'est un maillage incroyable. Enfin, on a vraiment, enfin, souvent, je trouve que en France, on a cette capacité à s'apitoyer sur nous et à beaucoup critiquer, etc. Mais je veux dire, mais cette diversité, cette créativité, ce fourmillement du réseau culturel, du réseau créatif en France, il est incroyable. Et il est souvent porté parce qu'il y a eu à des moments de l'histoire des politiques publiques, j'allais dire même des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques qui ont pris des décisions courageuses pour que ça existe. Et petit à petit, effectivement, tout ça s'est démantelé pour des raisons d'économie. Hein. Bon, voilà. Mais donc moi, ce que ça, enfin, je veux dire, c'est pour ça que je fais le parallèle avec l'hôpital ou la santé, c'est qu'on voit bien que le sujet n'est pas simplement le sujet d'une réponse d'urgence. Le sujet est de repenser en profondeur ces modèles-là et d'accepter que ces modèles-là ne sont pas des modèles lucratifs. C'est pas, en tout cas, c'est pas des choses qui font de l'argent sonnant et trébuchant, qui créent du capital, qui vont pouvoir enrichir les actionnaires. À partir du moment où on a dit que c'était le cas, mais qu'en même temps, ça crée de la richesse sociale, de la richesse culturelle, de la richesse, une autre forme de richesse économique, et en disant qu'il faut être fier de ça, et que c'est aussi ça qui fait la richesse générale d'une société, l'attractivité d'un pays, et ben, je veux dire, on investit, et on investit à perte, et on accepte d'investir à perte. Et à un moment donné, il faut donner, je veux dire, les moyens pour le faire. Et bon, il faut continuer de se battre. Hein. C'est pas perdu parce que je pense, encore une fois, peut-être ce qui ressortira de positif de cette crise-là, c'est cette prise de conscience générale des gens sur l'importance de ces biens culturels et notamment de la culture comme un bien commun de l'humanité. Et c'est pas un petit mot de dire ça. Et quand le président Macron dit le vaccin devrait être un bien commun de l'humanité, mais j'applaudis des mains parce que ça veut dire qu'une production scientifique et industrielle va être open sourcé entre guillemets, mais c'est absolument génial. Mais ok, mais faisons-le. Mais parce que pourquoi ça va être ça? Mais parce qu'ils vont donner les moyens pour le faire. Et bien sûr qu'ils vont à un moment donné rembourser les ayants droit entre guillemets qui auront permis que ce vaccin existe. Donc voilà, moi j'ai voilà, j'en pense pas plus que ça. J'en pense qu'il faut mettre les moyens, mais que ça soit avant, après la crise, pendant, tout le temps. Tout le temps. Il faut de la culture partout. Merci, Jérémy. Merci beaucoup de nous avoir partagé ta vision, tes ambitions. Merci aussi. J'en profite d'avoir créé cette organisation aux côtés de Patrick Weil, de la conduire au quotidien et de faire en sorte que ces actions puissent persister et se renouveler au quotidien. Merci beaucoup. Peut-être simplement finir sur ce point, vous remercier tous et toutes de nous avoir suivis durant ces lives pour votre mobilisation. Et je pense que une des belles choses qu'on a vu ressortir aussi durant ce confinement sont les élans de solidarité, les partages d'expériences et d'expertise qui se sont manifestés via les réseaux sociaux, mais via aussi des communautés locales, et à quel point ces enjeux, en réalité, ces défis globaux sur lesquels on travaille, ont un point commun qui est cette question de la diffusion de l'information. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.
C'est un Et moment, c'est un moment extrêmement émouvant pour toi, Moucheng. C'est la fin, c'est quand même la fin de 2 mois de live intense. c'est la fin d'une rigueur d'assets quotidienne que je vais regretter quelque peu, effectivement. Merci à tous parce que ça a été 36 lives, 18 conférences et surtout beaucoup d'intervenants que je tiens à remercier aujourd'hui qui nous ont partagé leur expérience, leur retour terrain. Donc merci sincèrement à eux et puis je suis certaine qu'on aura l'occasion de collaborer à nouveau tous ensemble pour justement innover et mettre vos expertises au service de l'impact social. Mais les Jérémy, est-ce conférences, que tu as... ah, mais les Les conférences, conférences continuent. ouais, c'est ça, hein. C'est encore. Continuez à nous retrouver tous les mercredis à 17h30 pour une conférence sur un sujet d'expertise par un chercheur, par un académique qui viendra parler au grand public de ces sujets de recherche. Ce mercredi, nous avons la chance de recevoir Emmanuel Sonia Cassier, qui est journaliste économiste et qui va nous parler du Brexit, de l'émergence du Brexit, comment on en est arrivé là et quelles vont être les conséquences pour l'Europe, mais aussi pour l'ensemble du monde. Donc venez nombreux, ce sera, je n'en doute pas, passionnant. Jérémy, peut-être que je te laisse un mot de la fin sur cette série de conférences et de live, ce plan éducation confinement. Bah, non, simplement dire merci à tous ceux qui nous ont fait la confiance de nous suivre pendant tous ces lives. Et on continue, on lâche rien, on continue de se battre parce que ce combat pour le partage de la connaissance, il est vital aujourd'hui, j'en suis convaincu. Donc merci infiniment pour votre soutien, pour tout ce que vous pourrez faire pour porter cette cause et la faire connaître. Et un dernier mot pour toi, Moucheng, et pour toute l'équipe de Bibliothèques sans frontières qui fait un travail absolument fantastique au quotidien et qui a permis à ces lives d'exister et de prospérer. Et bah, on reviendra avec des nouvelles formules, ça j'en suis sûr, ça nous a donné plein d'idées, donc on revient très vite sous d'autres formes. Merci beaucoup à toi, Jérémy. Merci à toutes et à tous. Et puis, effectivement, je suis convaincue qu'on restera en contact. Ça a été une belle occasion, justement, d'interagir avec notre communauté. Donc, je ne doute pas qu'on trouve d'autres moyens de continuer à travailler ensemble. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine, un bon début de déconfinement pour certains et au plaisir de vous retrouver à travers les actions de BSF. Bonne fin d'après-midi à tous. Salut!